jamais vécu dans une société aussi pacifiée. C'est sur ce diagnostic optimiste que nous nous étions arrêtés lors de la séance précédente. Il est toutefois précoce de se féliciter du déclin de la violence en s'appuyant sur les seuls taux homicides enregistrés dans l'histoire. N'y aurait-il pas en effet d'autres formes de violence à prendre en considération? Des violences négligées, niées, cachées, refoulées. Nous pourrions regarder les violences dont la grande histoire est parsemée. Les guerres coloniales, la traite des Noirs, l'esclavagisme, mais également nous pencher sur les violences du quotidien. Les violences conjugales, par exemple. Aujourd'hui, chaque année, 216 000 femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire. Mais citons également les violences dans la communication, avec les réseaux sociaux où prolifèrent les discours de haine, de rejet et la stigmatisation de l'autre. Ou encore dans la sphère du travail, avec le tournant managérial et la souffrance provoquée par le harcèlement, la pression des résultats, le culte de la performance. Si l'on souhaite encore élargir la focale, on pourrait évoquer la violence d'un système qui, à l'échelle de la planète, génère des inégalités et exclut, fragilise des pans entiers de la population. Migrants, chômeurs, pauvres, précaires, sans-papiers, sans parler de la planète en danger et du réchauffement climatique. La vie animale menacée, la pollution des océans, on pourrait compléter sans fin cette liste à l'après-vert, mais ce n'est pas l'objet ici. Ce que l'on souhaite mettre en lumière, c'est que la violence cherche parfois à se montrer, nous l'avions vu lors de la séance précédente, mais elle cherche également à se dissimuler, à se cacher, et toujours avec la même visée, asseoir la domination de celui qui l'exerce. D'où l'importance de découvrir, de dévoiler la violence là où elle se pratique, quels que soient ses masques. Car tant qu'une souffrance n'est pas nommée, pourrions-nous dire d'une façon provocante, elle n'existe pas. Il est donc indispensable de déterminer ce que l'on entend au juste par violence et quels types de comportements sont couverts par elle. Définir n'est pas chose aisée, définir n'est jamais neutre. Prenons un exemple, tiré du Robert, le dictionnaire. La violence consiste à agir sur quelqu'un ou à le faire agir contre son gré en employant la force. Si on en reste là, cette définition est trop restrictive. On peut en effet tout à fait estimer agir de son plein gré et pourtant être victime de violence. Ainsi, le célèbre syndrome de Stockholm, où l'otage développe une certaine sympathie pour son kidnappeur, symptôme qu'on retrouve chez la femme battue qui protège un mari violent et abusif en refusant de porter plainte. Quant à la force, elle est certes bel et bien présente en cas de recours à la violence physique, mais qu'en est-il pour ce qui relève de rapports de domination empreints de perversion, comme le harcèlement moral, où la victime se considère comme fautive et retourne le blâme contre elle-même, plutôt que contre son agresseur. Autrement dit, les violences qui se voient, les violences qui laissent des marques, des bleus, des stigmates, ne doivent pas occulter les violences qui ne se voient pas. Dans les deux cas, l'objectif est le même, c'est l'emprise sur l'autre. Il y a dans toutes les formes de violence la volonté d'effacer l'autre, de le destituer de sa propre souveraineté pour le soumettre à son propre vouloir. Au-delà de la violence physique et visible, il y aurait une violence qui avance comme le célèbre Zorro masqué. Une violence invisible que l'on peut qualifier aussi de symbolique. Selon le sociologue Pierre Bourdieu, la violence symbolique désigne toute forme de violence qui s'impose comme légitime tout en réussissant, et c'est là l'essentiel, à dissimuler les rapports de force qui la sous-tendent. La violence symbolique a ceci de pernicieux, de retors, que les groupes dominés l'acceptent. Ne serait-ce pour s'inscrire au niveau sociologique qu'à travers les stratégies de sélection scolaire ou les stratégies conjugales, tomber amoureux puis épouser quelqu'un du même milieu social. Stratégies qui assurent la reproduction des écarts sociaux et conduisent à adopter non pas le chemin de la révolte, mais à accepter son destin. C'est ce que Nietzsche appelait l'amor fati. En d'autres termes, la violence, invisible ou visible, se reconnaît en ce qu'elle restreint le champ des possibles. Du glissement de la violence physique à la violence symbolique, il ne convient pas d'établir une hiérarchie du meilleur ou du pire. Ce qui ressort, c'est que la violence se déplace, la violence se transforme, elle mute, mais elle finit toujours par ressurgir. C'est l'hypothèse, entre autres, qu'a formulée l'anthropologue Pierre Clastres. La société, c'est aussi le lieu de la violence, dit-il, parlant de la guerre dans la société primitive. Et plutôt que de la disqualifier, Clastres montrait que la violence guerrière, lorsqu'elle était strictement encadrée, jouait un rôle régulateur important pour l'organisation sociale. Doit-on craindre qu'avec le refus tout contemporain de reconnaître la violence, nous perdions un moyen de la comprendre, mais également de la maîtriser? Si la violence nous semble aujourd'hui dépourvue de sens, nihiliste,
Ne serait-ce pas parce qu'on refuse d'admettre qu'elle joue un rôle social, notamment auprès des jeunes au moment où leur identité se construit? La violence homicide est en effet un phénomène largement juvénile. Elle concerne avant tout des hommes qui ont entre 20 et 29 ans. Au Moyen-Âge, la violence des adolescents bénéficiait d'une relative indulgence. Bloqués entre deux âges, plus vraiment enfants, mais pas tout à fait adultes, n'ayant pas accès aux postes, aux responsabilités et à la sexualité, les jeunes convertissaient cette énergie inemployée en affichant leur agressivité, leur courage, leur force dans des logiques de compétition virile. La violence était là pour se défouler, pour s'illustrer aux yeux de tous, et notamment auprès des femmes. Là où l'identité est incertaine, fragile, le recours à la violence peut constituer un moyen de s'affirmer. Dans nos sociétés où la violence est devenue le tabou ultime, la devise semble être « Cachez-moi cette violence que je ne saurais voir ». Celle-ci se trouve alors cantonnée dans des productions culturelles et de divertissement qui s'adressent à des populations jeunes, tels que les films gore, les films de genre, des jeux vidéo comme les shoot 'em up, les lyrics de certains artistes rap. Tolérés, ces objets se retrouvent néanmoins placés sous le feu de la critique lorsque survient, par exemple dans un collège ou dans un lycée américain, une tuerie de masse. Alors, ces productions culturelles se trouvent jugées, placées au pilori, dans des termes relativement simples et binaires. Faut-il interdire ou ne faut-il pas interdire ces jeux ou ces films violents? Nous sommes peut-être démunis intellectuellement face au terrorisme, aux tueries de masse, aux émeutes urbaines, dont l'irruption sporadique signerait en quelque sorte le retour du refoulé. Toute prohibition engendre en effet le retour en force de ce que l'on dénie. Des émeutes de Vaux-en-Velin en 1995 à la tentation terroriste qui a été portée autrefois par les Brigades Rouges et aujourd'hui par l'État islamique, on pourrait se risquer néanmoins à une hypothèse audacieuse. C'est moins l'idéologie qui compte que le désir de trouver un débouché à un besoin de radicalité. C'est ce qu'explique en tout cas Olivier Roy ou encore Hans Magnus Enzensberger dans son ouvrage Le perdant radical. La violence n'est pas hors du monde, elle l'éclaire autrement. Dans une société hyper technicisée, hyper médiatisée, la violence reflète les maux dont nous souffrons collectivement, mais d'une façon hyperbolique. Le tueur de masse accomplit le geste de tuer au hasard pour se sentir libre et puissant. Comme l'écrivit Richard Durn, qui a été responsable d'une tuerie au conseil municipal de Nanterre qui fit 8 morts et 24 blessés. Celui-ci avait écrit avoir perdu le sentiment d'exister. Lorsqu'il se regardait dans la glace, il ne se voyait pas. Grâce à l'attention que les médias lui accordent, et même si c'est au sacrifice de sa vie, le tueur de masse, vous le savez, tue avant de se tuer ou d'être tué. C'est un suicide par les autres. Eh bien, le tueur de masse a enfin le sentiment d'exister. Comme s'il n'était réel, dans la société du spectacle, que ce qui était montré. Télévision, presse, réseaux sociaux, le narcissique contemporain cherche dans ses miroirs la confirmation de son identité. Les héros de la consommation sont fatigués, car toujours plus de consommation, toujours plus d'agressivité du marketing, toujours plus de perte de solidarité traditionnelle poussent les individus à investir en eux-mêmes comme ultime valeur et refuge. Or, si le moi est fragile, si l'identité est en danger, la violence peut alors devenir une stratégie de défense et d'affirmation.